Si vous aimez le podcast du Trio économique, poussez votre réflexion plus loin et achetez le livre de Vincent Gelozo, Du grand rattrapage au déclin tranquille, qui est disponible sur mon site web, frankphilosophe.com. Ça va vous donner de bons arguments pour faire suer vos amis. Hey, on ne fait pas de considération trop temporelle là, dans le podcast, mais c'est important de le souligner. C'était la journée internationale de la lutte contre la pauvreté cette semaine. En tout cas, au moment où les gens vont l'écouter, c'était cette semaine-là. Vincent, tu as écrit un texte avec Miguel Ouellet de l'Institut économique de Montréal. Je voulais que tu nous en reparles parce que dans la vision caricaturale que plein de gens ont, les économistes, là, c'est comme un peu du monde qui... les pauvres, là, arrangez-vous avec vos affaires, là, puis nous autres, là, on est là pour... non, mais tout le monde comprend de quoi je parle. Là. Moi, j'ai souvent entendu ça. Vincent, il est cool avec ça. Il nous permet de voir c'est quoi un vrai économiste. Ça a un bordel comme bureau. Ça a des chemises roses en arrière de soi. C'est pas une chemise, c'est un veston. C'est un veston rose. C'est un veston. Shit, encore mieux. Calvaire. Veston rose, man. Je peux le mettre si tu veux, là. Sacrifice. Hey, c'est bien ça. C'est des points bonus pour tes étudiants d'endurer ça pendant un cours au complet? Ou? Ah, je fais pire que ça. Des fois, j'en ai un mauve, j'en ai un jaune, j'en ai un orange, j'en ai un blanc, j'en ai un gris. Écoute, ouais. Comme je suis un gros peppermint, là. C'est quand même très drôle. Là. Love you. Mais qu'est-ce qu'on disait? Ben, c'est ça, je voulais que avant qu'Yann me déconcentre complètement, je voulais que tu nous parles de ce texte-là que j'ai lu tantôt et que j'ai trouvé bien intéressant, que tu as écrit avec Miguel. J'ai essayé que Miguel vienne nous en parler aussi, mais là, finalement, il était... il est trop hot, Miguel. Ben, Miguel, il est allé à TVA au lieu de venir nous voir. Ouais, c'est ça. Il a choisi le côté obscur de la force au lieu du côté, au moins, nous autres, nos gens l'auraient écouté pour vrai. Là. Ben écoute, avant qu'on parle d'éradication de la pauvreté, il y a quand même quelque chose à souligner sur les médias télé. Le nombre de fois que j'ai fait de la télé puis que des gens m'ont parlé ensuite de mes interventions à la télévision, ça a toujours été « tu avais l'air très bien, tu avais l'air très engagé. » OK, et qu'est-ce que je disais exactement? Ah, je ne me souviens pas. Vous exprimez bien, monsieur Gelozo. Je trouve que vous exprimiez bien. Oui, mais la télé, là, tu prendras un expert, tu essaieras de te rappeler c'est quoi que l'expert a dit à la télé. 80% du temps, les gens ont complètement oublié. La télé, c'est aucunement un médium pour transmettre de l'information. C'est un médium pour transmettre de l'autorité. Sérieusement, si vous voulez être plus heureux dans vos vies, ne consommez pas. Tu sais, quand je disais tout le temps, c'est peut-être mieux de consommer des nouvelles uniquement dans le sens de trucs intemporels comme lire des revues ou genre National Geographic, c'est plus important que lire la presse. Mais si tu dois choisir une manière d'avoir de l'information au quotidien, va jamais vers la télé. 100% sûr. Tu prends un verbatim d'une conversation à la télé entre un animateur à la télévision et le reporter, tu vas avoir 2 minutes d'une clip peut être lu en à peu près 15 à 20 secondes sur une feuille de papier. Tu enlèves le « Bonjour, ici Vincent Gelozo à Beyrouth ». Tu t'es sauvé un autre 2 secondes d'information. La quantité d'information qui est transmise par la télévision, c'est vraiment presque zéro. Ça serait mieux que les gens n'écoutent pas si LCN, Fox News, puis CNN, il faut arrêter d'avoir leurs nouvelles pas en différé, en continu. Le monde se porterait beaucoup mieux. J'ai eu à faire un peu de télé pour la finance avec des journalistes à la télé. Puis tu sens même qu'eux autres, de leur côté, ne cherchent même pas à comprendre, dans le sens que tu vas taper, puis là, il va en avoir 3/4 va être scrappé au montage, évidemment. Puis là, le micro ferme, la caméra ferme. Puis souvent, tu sais, quand tu es dans le monde de la radio, tu sens que l'animateur est comme intéressé à essayer de comprendre 2-3 affaires de plus que ce que tu as dit. Tu sais, il essaie d'aller chercher plus d'infos parce qu'il y a des choses qu'il a moins compris ou qu'il veut. La télé, il remballe puis il sac son camp. Vraiment, là, il y a ses clips, il est satisfait des clips qui ont été cherchés. Lui, il a vu des choses
dans ce que tu lui as expliqué qui était intéressante pour faire son 2 minutes et demie, 3 minutes qu'il avait besoin. Puis il pense juste en fonction de ces clips-là. Puis quand il va emballer ses affaires, il y a les clips qu'il veut réellement avoir dans sa tête. Là, il dit ça, je vais y faire dire ça, je vais y faire dire ça, parce que si tu passes 15 minutes avec eux autres, il y a 20 % du stock qui va passer au travers. Yep. 80 % de ce que tu as dit va être effacé. Puis c'est tout le temps gossant, honnêtement. J'ai jamais fait une entrevue à la télé puis j'étais réellement satisfait du résultat après. C'était toujours OK, ils ont mis l'emphase sur ça, fuck it. C'est parce qu'avec le bout qui manque, ça a l'air bizarre ou j'ai jamais vraiment trippé, tandis que la radio, c'est tout le contraire. Tu as le temps d'expliquer ce que tu as à dire, puis tu as le temps d'intéresser l'animateur aussi, puis lui, il a le temps d'essayer de comprendre ce que tu dis également. Ouais, non, mais la différence, c'est que la différence, Vincent, c'est que à la radio, comme tu ne vois pas et que tu l'entends, à moins que tu mettes le visuel sur Internet, les gens sont obligés de faire aller leur imagination sur ce que tu es en train de raconter, puis leur concentration aussi, alors qu'à la télé, prenons un exemple concret, si tu écoutes le débat entre Mike Pence et Kamala Harris, tu ne vois pas la mouche. Si tu le vois à la télé, tu vois la Christine Mouche à la tête du bonhomme, puis là, tout ce qui te reste après le débat, c'est je ne sais pas de quoi ils ont parlé, mais il y avait une mouche. C'est ça la télé. Là. Mais comme là, Vincent a veston rose, puis tout le monde fait juste regarder le veston à Vincent. Ben, c'est drôle parce que ce veston-là, il y a une fois que c'était. Je pense qu'il y avait une activité au centre-ville, puis c'était au milieu de l'été. Puis c'était une activité un peu formelle, donc il fallait que je sois bien habillé. Puis j'avais ce veston-là. Mais tu sais, c'est l'été, là. C'est un veston d'été. Et l'IADM m'appelle, dit on a besoin de toi en urgence pour que tu ailles faire une entrevue sur une étude que tu as faite il y a 3-4 ans. Parce que le sujet était revenu dans les nouvelles. Donc, j'y vais avec ce veston-là. Je dis, je n'ai pas le temps d'aller me changer, de mettre quelque chose de plus sobre. Donc, je vais donner une entrevue sur l'embourgeoisement à Montréal. Pour vrai? Oui. Tu peux le trouver, la clip. C'est à Radio-Canada. Et là, j'arrive avec mon veston rose, une chemise très colorée aussi. Donc, tu vois le prof d'université là, à 100%. Puis je pense que j'avais des pantalons bleu poudre aussi. C'était des patchs brunes, c'était cool. Non, ça, j'haïs ça. Ça. Moi, c'est juste, j'aime les couleurs. C'est vraiment ça. Faut que tu t'imagines, tu sais, quand je dis des îles dans les Caraïbes, il faut que tu t'imagines que c'est le même set de couleurs que j'aurais si j'étais sur une plage. Mon rêve, c'est de pouvoir porter le veston de lin blanc qu'il portait dans Miami Vice. Ouais, ça, c'est un de mes rêves dans la vie, de pouvoir faire ça sur une base quotidienne, puis de pouvoir remonter les manches du veston et d'agir comme j'étais dans Miami Vice. Ça, c'est un rêve. C'est ça, le template de couleur. Il faut que tu t'imagines que j'ai donc ce template de couleur lorsque je vais à Radio-Canada pour parler d'embourgeoisement. Et l'animateur commence avec un segment sur Hudson Yards, dans le cas des États-Unis. Et là, j'arrive, et c'était 2 événements en un. Le gars, juste avant, il essaie de dire Hudson Yards, mais de le dire d'une manière qui cache un peu l'accent québécois parce que ça se dit un peu difficilement. Hudson Yards. Et il essaie de le dire avec un peu de sophistication, et j'attends dans la salle de nouvelles, où est-ce que les recherchistes travaillent généralement. OK, il fait ça dans son miroir, genre. Oui, mais pendant que la caméra est hors limite et pendant peut-être 30 secondes, il répète le mot 10, 15, 20, 30 fois. Donc, à répétition pour le maîtriser parfement. Et quand je quitte après l'entrevue, quand je quitte l'entrevue, le clip est vraiment enregistré. Et là, il donne son segment de nouvelles sur ça. Et ça donne un peu une image, une des 2 premières images à quel point, comme médium, la télévision est absolument insipide. C'est qu'il faut que tu mettes une tonne d'énergie sur dire quelque chose d'une manière qui est peut-être un peu plus dramatique, un peu plus tonifiée, peu importe c'est quoi, ça donne très peu en termes de valeur ajoutée. L'autre, c'est qu'avec mon veston, le commentaire que j'ai eu de tout le monde après cette clip-là, c'est pas le fait que je remettais à leur place les gens du Frappru ou que je disais que la meilleure manière de garder le logement accessible à Montréal, c'est de permettre la construction, de ne pas mettre des barrières dans le chemin des promoteurs immobiliers, surtout de réduire particulièrement les coûts réglementaires pour les projets comme des blocs appartements, pour pas que les gens fassent uniquement du condo aussi. Mais le seul commentaire que je reçois, c'est « T'avais vraiment un beau veston. » Et ça vient pas juste de gens qui sont plus vers la gauche que ceux qui disaient de gauche. Regarde
le gars qui porte des vestons, clairement des vestons de designer, avec plein d'insultes sur le budget que j'ai dans ma garde-robe. Donc, je suis un élitiste, ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas non plus. T'es-tu en train de dire que tu as payé ça cher? Non, le point, c'est pas ça. C'est pas un veston. Non, t'as payé ça de friperie, là? Non. Il y a des limites, là. J'ai pogné ça chez Harrods à Londres. Non, en fait, ce veston-là, l'histoire, c'est que je l'ai acheté dans un aéroport parce qu'ils avaient perdu ma valise et j'avais besoin d'un veston à la dernière minute. Et c'était le seul dans le présentoir qui fonctionnait. Puis je me suis dit, écoute, finalement, j'en aurais un qui est rose. Donc, c'est ça l'histoire de ce veston-là. Mais le commentaire, ça venait aussi de gens qui étaient de droite. Donc, le commentaire, très beau veston. Et ça te montre que même les gens qui étaient sympathiques à mon argument n'étaient pas capables de même s'imaginer qu'est-ce que j'ai dit, alors que c'est eux qui sont probablement les plus capables d'imaginer mon propos et même si je leur pose le follow-up, qu'est-ce que je disais. Ils n'ont même pas besoin d'avoir écouté. Ils sont capables de deviner, mais il n'y a aucune connexion. Ils avaient même oublié le sujet de quoi je parlais. Donc, ça te montre à quel point la télévision, de tous les médiums qui existent, c'est vraiment à propos de ton autorité, ton image lorsque tu vas à la télévision. Et en fait, c'est pour ça, si tu regardes tous les clips que j'ai faits à la télé, j'ai toujours un veston, j'ai toujours un complet ou un 3 pièces, à l'exception de la fois que j'avais le veston rose. Systématiquement, j'ai toujours des vestons, des suits. Chaque fois que je vais à la télé, je mets un suit, tout simplement parce que je pourrais dire, je te prête à parler ça, je pourrais dire ce que l'IRIS dit, donc dire des niaiseries, et les gens me donneraient la même crédibilité que si j'avais dit ce que je dis normalement. Juste parce que je suis habillé, parce que ce que je dis normalement est crédible et sérieux. Ce que l'IRIS dit est toujours peu crédible et peu sérieux. Écoute, leur beau livre qu'ils avaient lancé au début de la pandémie. Pourquoi la pandémie est une opportunité en or de réinventer le capitalisme? S'il y avait eu une récession, tu aurais publié la même chose. Fait qu'arrête de prétendre que c'était opportun. Non, c'était juste le cliché qui ne devrait jamais être gaspillé. Une crise ne devrait jamais être gaspillée. Mais je te jure, tu pourrais t'habiller de la manière la plus classe possible, dégager le plus d'autorité de par ton physique. Tu pourrais dire n'importe quoi, puis les gens ne réaliseraient même pas ce que tu es en train de dire. Les gens réalisent. Je veux dire, j'exagère un peu pour faire d'argumentation ici. Je fais clairement une hyperbole. Mais écoute, tu le vois en fait même souvent à la télévision française. Tu peux mettre deux intellectuels qui débattent l'un contre l'autre. Et les deux sont clairement de calibre égaux. Mais celui qui est habillé un peu plus tout croche va avoir moins de poids que celui qui est habillé très classe. Pour ça, par exemple, que Éric Zemmour, face à Jean-Luc Mélenchon, a l'air de toujours gagner, même si Zemmour est, franchement, entre deux imbéciles, selon moi. Zemmour est le plus grand des deux imbéciles. Mais clairement, il a toujours l'air du moins imbécile des deux. Parce qu'il dégage une certaine autorité et un certain air qui est très bien communiqué par le médium qui est la télévision. Mais quand même, quand tu regardes les émissions, moi, j'étais quand même un auditeur assez assidu dans le temps, justement, de l'émission de Ruquier où tu avais le duo Zemmour et Nolo. Là. Puis quand ils recevaient des gens, mais au moins, déjà, en partant, il y avait la décence de lire les livres des invités, puis ça paraissait où il y avait d'excellents recherchistes qui se donnaient la peine de coller des post-it partout dans le livre. Mais je sais pas. J'ai tendance à quand même penser qu'il y avait un certain effort vu. C'est quand même dur de faker la compréhension d'un livre à ce point-là. Il faut vraiment que tu te fasses donner des très bonnes fiches de lecture. Là. Probablement que c'était peut-être la même personne qui alimente le compte Twitter du premier ministre qui travaillait pour eux autres à l'époque. Non. Non, tu ne penses pas, non. Non. Mais en tout cas, je ne sais pas. J'avais l'impression au moins que dans ce genre d'émission-là, je ne pense pas que c'est une impression, là, mais le niveau était quand même pas mal plus élevé que dans les émissions qu'on voit ici. Là. Et ici, ça n'existe pas, là, des émissions de trucs littéraires où il y a un auteur qui arrive, qui vient parler d'un essai politique, puis il y a des gens qui viennent parler de ça. Ça n'arrive jamais. J'ai jamais vu ça au Québec. Là. OK, d'accord. J'ai aucun problème à dire que dans la médiocrité, il y a une variance.
Oui, oui, OK, fine. Là. Mais ça reste quand même que quand tu fais un truc grand public à heure de grande écoute, tu ne peux pas faire un truc trop académique non plus. Il faut Non, quand en même que effet. ce soit un peu. En effet, mais mon point, c'est que tu ne devrais pas vouloir faire ça, point barre. Mon point, c'est que tu ne devrais pas consommer de l'information télévisuelle pour des nouvelles. Le télévisuel, ce que c'est beaucoup plus adapté pour les arts, pour la cinématographie, pour le documentaire, mais pas pour la nouvelle. C'est le pire véhicule possible pour la nouvelle. J'aimerais bien mieux qu'on arrête le télévisuel pour toute forme de télévision qu'autre chose. Fait que là, tu le diras à Miguel, là, parce qu'il aurait pu venir dans notre show. Oui, c'est ça. Ça aurait été bien meilleur que d'aller à TVA avec plein de madames qui vont le trouver bien cute, le petit gars de 25 ans, qui a des belles idées, puis qui s'associe. C'est sérieux, par contre, côté look, on est mieux d'envoyer Miguel que toi, TV. On comprend tout ça. Non, mais écoute, Ouais, comme on vu dit, le nombre de femmes femme. qui écoutent, vu le nombre de femmes et de filles qui écoutent notre podcast, c'est sûrement pas que nous autres qui auraient eu des commentaires positifs pour son look. Là. Non, en effet. Non, mais tu sais, il faut se rappeler, hein, comme je vous dis tout le temps, j'ai une face pour la radio et une voix pour l'écrit. Oh là là. Mais bon, vu que Miguel n'est pas là, ben, qu'est-ce que tu veux, on va se contenter Non, de c'est ça, Vincent. C'est ça, contente-toi. Miguel fait la belle gueule à TVA, mais il va dire les mêmes choses que toi, tu vas nous dire, mais tu vas prendre la peine d'expliquer sur ton ton d'autorité habituel. Ah oui, absolument, parce que mon ton, ma petite voix nasarde et toute claire qui vient avec mes 250 livres de poids, c'est une voix d'autorité. Ouais, absolument. Mais mettons que j'introduis un peu ce que tu racontes dans le texte avec Miguel, là, Vincent. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la première partie du texte où vous dites que, ça c'est un affaire que j'avais déjà écrit dans un texte personnel, que en fait, aller pratiquement du début de l'humanité, aller jusqu'à 1800, à peu près 1820, même vous dites à quelque part dans le texte, grosso modo, les pauvres sont pauvres à peu près de la même manière. Il y a un certain niveau de vie, puis on ne voit pas tant que ça d'accroissement de la qualité de vie, à peu près jusqu'à ces années-là, qui, comme par hasard, coïncident avec. On laisse les gens imaginer dans leur tête la réponse. Il y a comme quelque chose qui se passe à ce moment-là dans l'histoire de l'humanité. Il y a une petite révolution industrielle qui se produit. On invente le papier de toilette? Non, ça, c'est pas... OK. Ben, en fait, il y a quelque chose que j'aurais aimé mettre dans le texte, puis tu vas me rappeler de parler de charbon, puis le cas moral pour. Non, mais le cas moral à faire, la défense morale à faire des énergies combustibles, c'est-à-dire une défense du charbon et du pétrole. Morale à faire du charbon et du pétrole. Mais quand tu regardes l'histoire de l'humanité, tu regardes le niveau de vie, il y a très peu de variance à travers le temps. Il y a quelques moments où il y a des petites efflorescences, mais comme dans tous les cas, avant 1800, l'efflorescence finit par... Et ce n'est pas une grosse efflorescence, ce n'est pas une grosse lancée. C'est généralement dans une petite région, la Grèce antique, la Chine de l'époque Qing, les Pays-Bas, l'Italie de la Renaissance. C'est toujours un petit blip qui finit par à recéder un peu. Donc, il y a une récession qui se produit et ça revient vers un bas niveau. Et ce que tu as pour la majorité de l'histoire humaine, c'est plus ou moins une stagnation. Ouais. Si tu as des améliorations, ils sont très petites et échelonnées sur des très, très longues périodes. Après qu'on ait inventé le feu, là, il y a une couple d'affaires qu'on a inventées qui nous a donné des civilisations. Mais d'un coup, les civilisations ont été implantées. Ça l'a jamais dans le coude pendant longtemps. Là. Ben, mettons, la manière de le voir, c'est juste Vincent, tu veux prendre un exemple de ça, là. La vie de quelqu'un qui a vécu en l'an 450 ressemble plus à la vie de quelqu'un qui a vécu en 1450 que quelqu'un qui a vécu en 1800 versus 1850. En 50 ans versus 1000 ans, il y a eu plus de changements dans la vie de quelqu'un. Oui, c'est la bonne manière de le dire. Tu peux comparer la personne, disons, je ne suis pas sûr de prendre 1850 parce qu'en 1850, les deux groupes d'exception, c'est la Grande-Bretagne et les États-Unis. Mais si tu prends, disons, 1900, le changement qu'il y a entre 1800 et 1900 est des ordres de magnitude plus grands que le changement que tu aurais pu observer entre 0 et 1800. Donc, c'est gigantesque, les changements. Puis là, on parle de trucs. En fait, toutes les innovations que tu as avant 1800, tu as plein de trucs. Tu as clairement la poudre à canon,
L'imprimerie. L'imprimerie, tu as les grandes voiles, des outils de navigation. Mais le problème, c'est que ces innovations-là sont très petites et très échelonnées dans le temps, de telle sorte que... Il n'y a rien de grand public là. Non, mais tout ce qui se produit, puis ça s'appelle, c'est le vrai mécanisme malthusien, pas la version qui est généralement présentée par les gens à gauche qui ne comprennent pas d'économie. Le mécanisme malthusien dit que toute augmentation de ta technologie, si c'est juste un choc technologique qui est juste une fois, tout ce qui va se passer, c'est que ta population va augmenter, mais pas ton revenu moyen à long terme. Tu vas avoir une petite augmentation du revenu moyen à court terme. Les gens vont faire plus d'enfants, moins de gens vont mourir, il va y avoir plus de gens. Mais au fur et à mesure que la population augmente vers un nouveau niveau, le niveau de revenu va diminuer vers l'ancien niveau de subsistance, de telle sorte que si tu n'as pas des changements technologiques continus qui se répètent, tu ne peux pas casser un cycle dans lequel qui ne se termine pas par une population stable, mais plus grosse qu'auparavant, avec le même niveau de revenu. À long terme, ce qui se passe quand tu as des changements technologiques répétés, donc la machine à vapeur, le train, le bateau à vapeur, l'électricité, les changements génétiques dans les plantes, l'air climatisé, les containers sur les bateaux, la voiture, l'Ethernet, les technologies de communication, la téléphonie, les navettes, les fusées. Je suis en train de te faire une de toutes les grandes innovations. Si le rythme de technologie est soutenu, tu peux avoir simultanément une augmentation de la population et une augmentation du niveau de vie de cette population-là. Et la première fois que tu observes les deux ensemble, une augmentation de la population et une augmentation du niveau de vie, c'est uniquement après 1800. Il n'y a aucune augmentation soutenue du niveau de vie avant 1800. Et il n'y a personne qui remarque l'importance que ça a, parce qu'avant 1800, tu peux dire qu'à peu près 90% de la population de la Terre vivait avec ce qu'on pourrait définir comme un revenu de subsistance. Et par revenu de subsistance, ça veut dire que tu es à un poil de la privation matérielle extrême qui met ta survie en danger. On compte un nombre de calories, mais on ne regarde pas les vitamines, mettons. Exactement. Tu manges, mais ton alimentation est zéro diversifiée. Ben oui. Pour donner une idée aux gens là, de ce que Vincent dit, là, dans le texte plus précisément, vous dites, toi et Miguel, les estimations disponibles pour 1820 situent le pourcentage d'êtres humains en situation de pauvreté absolue entre 84 et 94 %. Donc, tu coupes en deux, tu as dit 90 %. Alors qu'aujourd'hui, aucun estimé sérieux ne dépasse 10 %. Yep. Ça, en fait, ça me rappelle un peu, justement, on en a parlé, moi et Yann, hier, dans un autre contexte, ça me rappelle un peu ce qu'on raconte dans Leaf Factfulness là, de Anne Rosling, où il raconte justement l'espèce de mythe que les gens les plus riches sont de plus en plus riches, les plus pauvres de plus en plus pauvres, justement, qui parle que la pauvreté absolue diminue, en fait, va tout le temps en diminuant. Puis, la question que je me posais quand j'ai lu ça, c'est quand vous dites les estimations disponibles, comment on fait pour calculer, mettons, en 1820 ou en 1850, quelque chose d'aussi large que ça? Parce que là, on parle quand même de quelque chose qui est... C'est très difficile. Très difficile, oui. Parce qu'il faut qu'on s'imagine que quand on fait ces lignes de pauvreté-là, l'objectif, c'est d'essayer d'imaginer la diète qui assure un certain niveau de calories au plus bas prix possible. Mais il y a techniquement, c'est super facile à dire comme ça, mais il y a vraiment plusieurs aspects qui rendent ça difficile à mesurer. Mais par contre, tous les problèmes vont dans le sens de dire que le 10 % qu'on a aujourd'hui est probablement surestimé. C'est-à-dire que ça surestime, en fait, on estime qu'il y a trop peu de gains qui ont été faits dans la lutte à la pauvreté. Par exemple, quand on calcule, par exemple, aujourd'hui le prix d'un certain nombre de calories, souvent, par exemple, on va mettre le fait que c'est très rare que tu vas avoir des aliments qui vont t'arriver, mais qui ne sont pas déjà nettoyés pour toi, qui ne sont pas conservés plus longtemps. Donc, il y a plusieurs aspects de qualité qu'on n'est pas capable d'apprécier, qu'on ne peut pas contrôler pour très facilement. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste ajuster, disons, de garder constante la qualité du panier de pauvreté, des biens dans le panier de pauvreté.
Si on faisait ça, on trouverait encore probablement une baisse plus grande que ce qu'on réalise. Mais à toute fin pratique, même avec les erreurs que je mentionne, on trouve quand même que tu es passé de 90% de la population sur Terre qui est en situation de pauvreté si pénalisante que tu es à la marge du désastre matériel qui met ta survie en danger. C'est quand même considérable de réaliser que tu as 1/9 de la pauvreté que tu observais il y a à peine 200 ans. Les gens qui n'apprécient pas ça, c'est vraiment sidérant. Puis non seulement ça, mais encore une fois, ça ne mesure pas tout ce que je viens de dire. Tu regardes, par exemple, d'autres aspects de la qualité de vie, par exemple, l'espérance de vie. Ouais, ben, tout ce qui est dans l'indice de développement humain, là, tout ce qu'on peut trouver. Ouais, là, je jaillis et j'aime l'indice de développement humain parce que le problème de l'indice de développement humain, c'est qu'il y a une limite vers le haut. Tu ne peux pas croître. C'est-à-dire que techniquement, là, demain matin, si mon revenu augmentait par un facteur de 15, right, puis que tout le monde, leur revenu augmenterait par un facteur de 15, l'indice de développement humain ne changerait pas par un facteur de 15. Il changerait par une vraiment infime proportion. Si tu augmentes la qualité de ton véhicule, si tu augmentes la qualité de ton véhicule, tu augmentes la qualité de ton vin, tu n'es pas considéré comme étant plus riche nécessairement. Yep. Regarde, le meilleur exemple de comment on sous-estime, il y a un article super connu de William Nordhaus qui a gagné le prix Nobel. Je ne sais pas si c'est Nordhaus ou Baumol, mais c'est pas important. Il y a un article sur le prix de la lumière. Et la raison que c'est utile, c'est parce que la lumière, ça se mesure très facilement. Il y a une unité de lumière, ça s'appelle le lumen. Et ça calcule non seulement l'intensité de la lumière, mais la stabilité de la lumière. Parce que tu peux suivre ça facilement. Une chandelle va avoir une certaine quantité de lumen par heure. Une lampe, une ampoule incandescente va avoir une certaine quantité de lumen par heure. On peut estimer le gain de qualité de vie en passant à côté du problème de tous les changements de qualité. Et ce qu'on trouve, c'est que si tu prends le nombre d'heures qu'on devait travailler, disons en 1800, pour un lumen, versus aujourd'hui pour un lumen, la réduction est de 99,99999999999%. J'exagère le nombre de 9, mais c'est la manière de dire, plus tu ajoutes des 9 à la fin, je sais que ça a l'air ridicule pour ceux qui ne voient pas, mais ajouter des 9 à une décimale comme ça, d'une réduction, ça veut dire que plus tu ajoutes de 9, plus tu ajoutes de 0 à quel point tu as gagné en qualité de vie, combien avec le même, parce que tu peux le flipper à l'envers, combien de lumen tu peux acheter avec 1 heure de travail. Et la réalité, c'est que tu peux acheter aujourd'hui 100 000 fois plus de lumen. Et le chiffre 100 000 est vraiment exactement ça. 100 000 fois plus de lumen par 1 heure de travail qu'en 1800. C'est considérable. Ça devrait donner une idée à quel point, c'est un cas extrême, mais ça donne une idée à quel point il y a eu des gains de bien-être parce que juste l'activité de s'éclairer, à quel point c'est connecté à d'autres dimensions de notre bien-être. La lecture. Donc les fossiles. Pardon? Les fossiles. Je comprends pas. Pourquoi les fossiles? En 1950, il n'y a personne qui avait des fossiles. Tu es trop pauvre pour ça. Oui, absolument. Effectivement, tu ne peux pas te placer ça, mais tu essaieras de t'imaginer. Non, mais en fait, les gens qui font, par exemple, le nettoyage des ongles, là, des manicuristes, les manicuristes ont des lampes spécialisées qui font ça. Tu essaieras d'avoir ce service-là sans un coût presque ridicule de la lumière. Étudier, lire, se déplacer, produire des soins en soirée. Pense à tous les liens dans lesquels on consomme ce bien-là au quotidien. Écouter des podcasts de 2 heures. Écouter des podcasts de 2 heures. En fait, je ne veux pas être plate, mais sur votre téléphone, quand vous ouvrez votre téléphone et que vous avez la petite lumière sur votre téléphone comme ça, il y a plus de lumen là-dedans que dans ce que les gens consommaient de chandelles en 1700. Ah oui. C'est-à-dire l'éclairage d'une année à la chandelle ne produisait pas la même quantité de lumen par heure que si je laisse mon téléphone ouvert pendant 1 heure. Faut-tu réaliser à quel point il y a eu des gains de qualité et de gains de qualité de vie en général pour les gens? Et ça, c'est tellement pas apprécié dans les médias.
C'est pour ça que quand on a écrit l'article, moi et Miguel, ce qu'on essayait de souligner, c'est regarder à quel point il y a eu une éradication de la pauvreté. Et en fait, ce qui se passe, ce qui est encore plus intéressant, c'est que tu regardes des endroits dans lesquels la pauvreté est encore très prononcée dans le monde. C'est dans quelques pochettes, généralement en Afrique subsaharienne. Mais les même endroits là, ça a augmenté. C'est ça que vous dites dans le texte. On multiplie par même 4. là, il y a pense, eu une ouais, baisse, c'est ça. Même ouais, dans c'est les ça. endroits les plus pauvres sur Terre, les choses se sont améliorées. Le grand problème, c'est que dans certains endroits, ça s'est amélioré beaucoup plus rapidement que pour d'autres. Et ça, c'est la grande tristesse. Mais en soi, c'est une sorte de beau problème à avoir que tu te dis, on s'est tellement tous améliorés que ce qu'on s'inquiète, c'est qu'il y en a quelques-uns qui ne se sont pas améliorés autant. C'est quand même, je ne dis pas que c'est un beau problème, mais tu préfères ce problème-là à celui de quelques personnes se sont effectivement améliorées alors que d'autres ont vu leur qualité de vie diminuer. Il n'y a aucune région sur Terre qui accuse des niveaux de vie, soit sur la santé, soit sur l'éducation, soit sur le bien-être matériel, qui sont inférieurs aujourd'hui qu'en 1820. À aucun moment dans l'histoire, tu pouvais dire ça avant aujourd'hui. C'est quand même phénoménal. Il n'y a personne qui souligne ça. Il n'y a aucune personne qui est capable de comprendre ça dans les médias ou même de communiquer cette information-là s'ils la comprennent. C'est pour ça que c'est quand même incroyable. Moi, à la lecture de données comme celle-là, puis d'informations comme celle-là, moi, ce qui me fait tilter complètement, c'est de voir qu'il y a encore des gens qui sont dans le discours de oui, mais tu sais, dans le temps, les gens étaient en harmonie avec la nature, puis c'était le bon vieux temps, puis c'était ci, puis c'était ça. J'étais comme, sérieusement, avez-vous la moindre idée de ce que c'est que le niveau de vie de quelqu'un qui vit avant l'époque de la Renaissance? M'ennuie de ça, les lampes à l'huile. Écoute, ton enfant qui meurt du scorbut, puis ce genre, tu sais, les gens ne réalisent pas quand ils disent des trucs de même. Les toasts sur le poêle de fonte de grand-maman, François, je m'excuse, c'est bon en joie le vert. Je veux ça à chaque matin. Je veux mon poêle de fonte. Okay. Avec mes bûches. Okay, on va laisser la nostalgie de côté 2 secondes. Aux États-Unis, il y a quand même dans la mouvance de l'extrême gauche et même plus dans la centre-gauche, cette espèce d'idée que le travail, c'est une chose atroce. En fait, que c'est une exploitation qu'on se fait faire à chaque fois qu'on travaille. Et je peux comprendre comment dans certaines situations, si, disons, je t'empêche d'avoir certains choix, puis je t'ai un peu forcé à prendre, disons, une job X alors que tu voulais la job Y qui serait normalement disponible, mais à cause d'un règlement ou peu importe c'est quoi, tu n'y as pas eu accès, je peux comprendre un peu le malaise puis comment tu peux trouver que ce n'est pas un choix exactement libre, même s'il était libre. Mais ce n'est pas cette vision-là qu'ils ont. Celle qu'ils ont, c'est vraiment que toute forme de travail est une forme d'exploitation. Et dans la manière que c'est souvent justifié, ce point-là, c'est des temps. ils vont sortir un gars qui s'appelle Marshall Salin ou des variantes de lui, comme quoi que les gens qui vivaient dans des tribus ou dans des peuples nomades, des foragers, comme on dit en anglais, ils avaient une tonne de loisirs. C'était des sociétés d'abondance. Ils étaient capables d'avoir des grandes quantités de calories. Le reste de la journée, ils étaient libres. Ils passaient énormément de temps libre. Et j'ai toujours trouvé ça un peu ridicule parce que c'est comment ils définissent le temps libre d'une manière un peu généreuse. Parce qu'ils vont dire, mais regarde, ils avaient juste à chasser X nombre d'heures par jour, faire de la cueillette X nombre d'heures par jour. Et là, effectivement, la journée typique, une fois qu'ils étaient rendus dans une patch qui fonctionnait ou un endroit qui était fertile, ils avaient effectivement beaucoup de loisirs. Il faut que tu te rappelles qu'entre les patchs fertiles, entre les petits oasis de vie qu'ils avaient, il fallait qu'ils dépensent des quantités gigantesques d'énergie et de temps à se déplacer vers un autre endroit. Ça faisait partie de leur travail, ça faisait partie de leur survie. Ce n'était pas du loisir de se déplacer. Et c'est pour ça que quand tu regardes des modèles en biologie, parce que ici, c'est un endroit où les économistes et les biologistes travaillent ensemble, ce qu'on appelle optimal foraging. On a toute une littérature là-dessus et on montre qu'en fait, quand tu tiens compte du temps de déplacement comme une forme de travail, comme on fait aujourd'hui quand tu t'en vas au bureau, on considère que le temps que tu passes dans le trafic, c'est un de tes coûts de ton emploi. Bien, c'est pas du loisir d'être dans l'auto. Tu peux réduire le coût en termes peut-être d'un temps podcast, mais c'est quand même une forme de coût. Et ce qu'on a remarqué, c'était que le temps de déplacement des endroits fait en sorte que les gens de l'époque nomade travaillaient autant que
la personne qui était dans le domaine agricole. C'est juste que c'était un type de travail différent. On peut-tu dire une chose, c'est que s'il y c'est un avait peu de la travaillé... bullshit. C'est vraiment basé Oh oui. sur des mythes et des espèces d'idylles que tu n'es pas capable de te mettre dans la peau. S'il n'avait pas, Déjà, c'était travaillé tant que ça, là, il serait comme nous autres, il serait gros. Tu sais, je veux dire, si c'était l'abondance, c'est des humains. Là. Si c'était l'abondance, ils seraient tous gros. Ben écoute, juste une des raisons, puis là, on peut y aller un peu dans l'histoire. Quand je donne le cours, parce que mon cours à moi, c'est Histoire économique du monde, à toute fin pratique, c'est vraiment un gros outline de l'histoire économique. Et quand je donne le chapitre sur la révolution néolithique, une des explications sur la révolution néolithique, c'est que les gens se sont déplacés de manger énormément de calories de sources de protéines qui étaient très élevées, donc le mammouth, qui était quand même assez généreux. Le problème, c'est que quand tu regardes, et on a une manière d'évaluer ça, ça s'appelle des Harris Growth Lines. Quand tu es très jeune et que tu as des périodes de privation nutritionnelle assez longues, tu vas avoir du développement de ta grandeur qui va être ralenti. Mais dès que tu as accès à une grande quantité de calories, tu vas avoir une poussée de croissance très rapide. Mais ça laisse des traces dans les os des gens. Ça s'appelle des Harris Growth Lines. C'est des sortes, quand tu prends des radiographies, tu vas voir des striations dans les os. Et ces striations dans les os sont un signe que tu as eu des arrêts et des recommencements de croissance de ta stature, donc de la taille que tu as. Chose qu'on n'a pas aujourd'hui. Là. Exactement. Ce qu'on a très rarement aujourd'hui. Mais quand tu regardais les gens de l'époque uniquement nomades, on trouve énormément de striations. Donc, ils ont techniquement beaucoup de calories, mais ils ont beaucoup de calories qu'ils consomment avec beaucoup d'écart entre ces périodes de consommation. Les autres faisaient des diètes non volontaires. Exactement. Donc, des longues périodes de privation. Et l'agriculture, techniquement, donnait moins de calories nettes parce qu'il fallait que tu travailles physiquement plus fort, mais tu étais garanti d'avoir, beaucoup plus garanti, pas nécessairement garanti, mais ta sécurité alimentaire était plus grande parce que ta diète, le grain se conserve très, très bien. Dès que tu as certaines installations, tu peux conserver le grain, mais tu peux aussi avoir d'autres activités connexes qui te permettent d'avoir des calories de manière constante sur l'année. Donc, quand on regarde des squelettes retrouvés de l'époque pré-néolithique avec l'époque néolithique, on trouve que le nombre de striations dans les os, le signe que tu as des longues périodes de privation, diminue massivement. Donc, c'est une manière pour nous de capturer le fait qu'il y a une plus grande sécurité alimentaire. Et ça devrait nous en dire une tonne sur qu'est-ce que les gens faisaient à cette époque-là, puis que ça devrait aussi attaquer l'espèce de mythe que certaines personnes disent « Regarde, c'est une époque d'abondance ». Non, ce n'était pas une époque d'abondance, c'était une période de privation dans lesquelles les gens vivaient des conditions absolument merdiques. Et l'agriculture, qui n'est pas nécessairement quelque chose de très plaisant, je n'ai pas d'idée agricole. Je pense que c'est super si on pouvait nourrir toute la planète avec un seul arpent de terre. Ça serait magique, selon moi, avec une seule personne qui fait ça. Ça serait légendaire. J'adorerais ça. J'adorerais ça si on pouvait juste avoir un arpent de terre qui nourrit tout le monde sur Terre. Ça serait top. Ça veut dire de la grosse productivité agricole. L'agriculture, puisque ça, c'est mon rêve, c'est d'avoir une idée que je ne vois pas ça comme super beau. Je ne trouve pas que c'est noble en soi. Je pense juste que c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Ouais, c'est une nécessité. C'est une nécessité, mais ce n'est pas plaisant. C'est physiquement demandant. C'est un travail qui est lourd. Et les gens ont quand même choisi de se déplacer vers l'agriculture. Ça devrait dire énormément sur à quel point leur choix précédent était atroce relativement à ce choix-là, qui n'est pas nécessairement top. C'est toujours ça que je trouve drôle chez plusieurs personnes. Ça s'applique tant à gauche qu'à droite ici. C'est l'idée que, ben là, regarde, les gens, ils sont cons. Ils font cette chose-là qui est atroce. Es-tu en train de me dire que tu penses que les gens qui étaient à la marge de mourir de faim n'étaient pas capables de trouver le meilleur? Tu sais, nous autres, aujourd'hui, faire une erreur, c'est quoi le coût? Notre survie d'une petite erreur est limitée. On est quand même rationnel, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais il y a beaucoup moins en jeu aujourd'hui quand je décide d'entre manger de la crème glacée ou manger un steak qu'à l'époque quand je fais un choix entre cueillir des fruits, faire de l'agriculture ou aller à la chasse. Ben oui. Ouais, la marge est beaucoup plus importante à l'époque qu'aujourd'hui. La crème glacée, tu n'attaqueras pas. Là. Ben oui, aujourd'hui, tu fais...
Aujourd'hui, tu fais une erreur de construction sur ta maison, c'est bah, il va falloir que je recommence, j'ai un problème avec ma maison. Dans le temps, ça signifiait ben, toi et toute ta famille, vous allez mourir de froid cet hiver. C'est ça que ça signifiait, faire une erreur de construction sur une maison. Mais c'est quand même assez. Mais ça, c'est un paradoxe. Tu réalises-tu, étant donné cette marge-là qui est si importante, es-tu vraiment en train de me dire que tu penses que les gens de l'époque étaient tellement cons qu'ils se sont assurés de faire la chose qui était clairement stupide? Ben oui. Je veux dire, si c'est ça ton argument, à première vue, 99% du temps, l'argument, ils étaient trop cons pour réaliser ou ils se sont fait berner dans ça. On s'entend-tu que le monde qui dit les gens qui disent des affaires de même, Vincent, ils vivent encore chez leurs parents. Sérieux. T'es cheap, là. T'es cheap. Mais c'est ma job. Moi, je ne suis pas généreux dans le podcast. Non, je sais, je pense. Mais il y a quand même un paradoxe. Moi, ça m'a tout le temps fait rire. Ça fait longtemps que j'en parle de ça. Il y a vraiment un paradoxe de certaines personnes, disons, là, tout ce qui tourne autour de beaucoup de mouvements écologistes, la décroissance, puis tous ces gens-là de gauche. Ça ne sait même pas se faire à manger. Ben, c'est nous, on est les progressistes, mais on a une vision complètement idéalisée et fantasmée du passé, l'espèce de communauté primitive où tout le monde vivait dans l'harmonie. Là, t'es comme, mais c'est la définition même de l'anti-progressisme. Ce que tu viens de me raconter, c'est que tu veux faire un retour en arrière. Je veux dire, n'importe qui sait comment était le passé de l'humanité, il n'y a absolument rien à envier là-dedans. Le communisme primitif, ça n'a jamais existé. Puis dans la communauté primitive, là, un homme qui se sent femme, ça n'existait pas. La femme, elle s'occupait des petits, puis elle s'occupait du foyer, puis de toutes ces affaires-là. Elle n'était pas une femme émancipée au travail. La raison pourquoi les communes marchaient, c'est qu'ils se gelaient à face. Tu sais, je veux dire, la seule raison de tolérer une commune, c'est que tu es gelé bien raide. Sérieusement. Premièrement, j'ai toujours trouvé ça drôle, l'espèce d'argument des communes. Parce que l'argument des communes, il y a deux aspects. Un, il y avait une partie que c'était par les seigneurs devaient produire un terrain commun pour l'élevage des animaux. Donc, il y avait une obligation légale de faire ça. Puis la parallèle, c'est que quand on regarde des situations dans lesquelles ça n'existait pas, les gens développaient des communes de manière privée parce que c'était un mécanisme efficace de production agricole dans ces contextes-là. Mais l'autre aspect qu'on sait à propos des espèces d'espaces communaux, c'est que dès que les gens ont la capacité de bien définir des droits de propriété, ils arrêtent de le faire. Le problème des communes, c'est que des fois, c'est que tu ne peux pas gérer un bien ou un certain service parce que c'est trop coûteux d'exclure les gens qui vont resquiller. Donc, pense un peu aux poissonneries en haute mer. Le problème des poissonneries, c'est que tu ne peux pas empêcher un bateau d'aller pêcher des poissons. Et le problème qui se produit dans un cas comme ça, c'est que si toi, tu ne le pêches pas, que toi, tu te retiens pour ne pas surpêcher, l'autre n'a aucune incitation à faire ça. Donc, lui va faire plus d'argent que toi et toi, tu vas quitter le marché. Mais dans ce cas-là, toi, tu es là, tu sais qu'est-ce que l'autre va faire, qu'est-ce que tu fais. Tu fais de la surpêche, toi aussi. Mais le problème, c'est que toutes ces espèces d'exemples des communes, c'est tous des exemples dans lesquels c'est trop coûteux d'empêcher une personne de rentrer, donc d'exclure les gens qui ne participent pas ou qui surexploitent. Mais quand on regarde des situations dans lesquelles c'était possible de faire de l'exclusion, comme par exemple la pêche sur les rivières, parce que les rivières, c'est beaucoup plus facile d'exclure. Tu peux construire des barrières, tu peux avoir des inspecteurs qui font des patrouilles. Là, qu'est-ce qu'on trouve? Ah, il n'y avait jamais de surpêche le long des rivières quand il y avait des droits de propriété. Donc là, le système de faire une propriété commune avec des normes communes, où est-ce que pour éviter la surexploitation, on fait, disons, Yann, si tu fais ça, Frank ne va pas te parler pour la semaine prochaine. Je ne sais pas si c'est une pénalité dans ce cas-ci. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, des formes de gouvernance par la communauté. Mais quand tu avais des mécanismes de propriété privée qui pouvaient émerger, les gens ont tendance à aller vers celle-là parce que ça permet de libérer des ressources plus efficacement. Ces affaires-là, c'est vraiment basé sur voici ce que je viens de lire dans un livre d'histoire. Puis comme je ne connais aucune théorie économique, je pense que c'est normativement bien, de mon point de vue, de personne qui vit aujourd'hui, en 2021, et qui n'aime pas le capitalisme ou qui n'aime pas le socialisme. Et là, je lis le passé. Le passé était beau. Mais il faut arrêter de croire ça. Je veux dire, il y avait des moments dans le passé où certaines dimensions du passé pourraient peut-être être préférables, mais règle générale,
qui se passe maintenant est supérieur à ce qui se passe dans le Ben, passé. Puis si on laisse les tendances se continuer, il y a des bonnes chances que demain soit meilleur. c'est quoi qu'on a essayé de faire comme commune récemment qui était spectaculaire aux États-Unis? Les villes, là, je ne me rappelle plus du quartier, là, mais c'était à Détroit. Le Chaz à Portland. Le Chaz, exact, le Chaz. C'était ça, c'était une grosse commune, ça, cette affaire-là. Là. On prend plein de gens, puis là, ils vont renier le capitalisme, puis là, ça va être leur endroit sécuritaire à eux. Oh oui. Retire la toutes police. des réussites, ces exemples-là, dans le monde, là, comme les Transition Towns, ces cochonneries-là. Toutes des réussites. Oui, bien attends, il faut quand même souligner que ça existe des communes volontaires. Les kibbutz en Israël sont un bon exemple. Il y en avait où est-ce que je restais quand j'étais jeune. Mais la question, les kibbutz, ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est même plus communal, c'est rendu privé bien souvent. Puis... Effectivement, mais c'est quand même une forme de propriété qui est beaucoup plus distribuée que privée. Mais dans ces cas-là, ce qu'il faut quand même souligner, que ce qui se passe, parce que le kibbutz, les gens disent, regarde, tu vois, c'est un exemple de socialiste. Non, c'est un exemple d'organisation communautaire. Où est-ce que ce que tu fais, c'est que tu stipules un idéal et tu laisses les gens s'intégrer dans ce groupe-là sur la prémisse qu'ils partagent cet idéal-là. Mais quand tu regardes qu'est-ce qu'il faut faire pour se joindre à un kibbutz, c'est la même chose que quand tu joins une fraternité dans une université. Il faut que tu passes un paquet de rituels qui fait en sorte que le groupe t'observe pour voir si tu es fiable et si tu vas participer à la gestion du groupe, que tu vas disons, faire ta part, que tu ne vas pas juste être un risquilleur. Puis en fait, on le fait, comme je dis, l'exemple des fraternités, dans les universités, ils font ça. Il y a un paquet de bénéfices que le groupe des fraternités, donc Phi Delta Kappa ou Société étudiante, whatever, sont gigantesques. C'est des gains futurs, c'est du networking, mais tu veux quelqu'un qui va participer dans l'avenir, qui va faire partie de l'esprit de corps. Mais qu'est-ce qu'on fait pour vous initier? On vous fait faire un paquet de rituels d'initiation qui sont vraiment déplaisants et humiliants. Et ceux qui ne sont pas prêts à faire ces rituels d'initiation-là, c'est ceux qui sont probablement les plus susceptibles de ne pas participer à la gestion du groupe à la pleine hauteur de ce qui est nécessaire. Ceux qui le font, c'est ceux qui vont participer vraiment. Bien, les kibbutz, c'est ça qu'ils font. Parce que quand tu rentres dans un kibbutz, tu es observé, tu es géré, on te fait faire des rituels qui font en sorte de trier sur la base de la volonté de contribuer. Mais par définition, c'est un mécanisme de sélection. Puis ça veut dire que pas tout le monde peut fonctionner dans ce système-là. Uniquement les gens qui ont vraiment un ensemble plutôt homogène de comportement. D'où ce que je viens, il y avait des communes. Hein, même hyper subventionnés, n'ont jamais dépassé 5 à 7 de la population à peu près, d'Israël qui étaient sur des communes au maximum. Puis ça, c'était en dépit du fait que l'État subventionnait les communes. Il y avait des gros incitatifs à y aller. Là. Fait que, ça te montre que ce n'est pas des groupes qui sont très importants. Fait que, quand ils disent, regarde, c'est un exemple du fait que ça peut être un idéal. Non, c'est un exemple de la même chose que... C'est comme si tu me disais qu'une fraternité étudiante, une société étudiante, c'était un idéal qu'on voulait poursuivre. C'est un idéal que toi, tu veux poursuivre. Mais c'est un idéal que 95% des autres personnes il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. On dirait qu'il y a beaucoup de gens que dans leur esprit, si une organisation humaine n'est pas la résultante d'une ingérence gouvernementale, ou si ce n'est pas le gouvernement qui fait quelque chose, ou la collectivité qui fait quelque chose, c'est comme si les êtres humains vont vivre tout seuls, chacun de leur bord, isolés, puis il n'y aura rien qui va se passer entre les deux. C'est Harari qui expliquait ça au début de son livre. Il disait les chimpanzés peuvent aller jusqu'à 150 sans gouvernance parce que c'est à peu près ça qu'on peut observer normalement qui est faisable. En haut de ça, ça prend un système de loi et des affaires comme ça. Là. Mais au début de son livre, il expliquait ça. Là. Oui, mais tu as quand même un autre concept là-dedans. Je ne rentrerai pas trop longtemps là-dedans, c'est un peu plus de la philo, là, mais tu as le concept, je ne sais pas si c'est une bonne traduction, là, mais qu'on appelle d'ordre spontané. Là. C'est-à-dire que dans une communauté, là, sans intelligence gouvernementale, sans chiffres, sans rien, il émerge des trucs naturellement qui lient les gens entre eux. Un exemple de ça, pour que tout le monde comprenne, c'est le langage. Ou les mathématiques aussi sont un exemple de ça. Le langage, il n'y a pas quelqu'un mané autour d'une table avec son bureau de cellule de crise, le ministre d'un tel qui s'est dit, là, quand on va vouloir nommer ça, là, en pointant une table, on va utiliser le mot table. Ça, c'est jamais arrivé. Là. Naturellement, les êtres humains ont développé entre eux des manières de communiquer, puis ça a donné le langage. Ben ça s'appelle l'ordre spontané. Mais ça existe pour plein d'autres dimensions de la réalité humaine, de ce que je viens de raconter là. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gouvernement
qui est impliqué dans quelque chose qui n'aura pas d'ordre et qui n'aura pas de relation entre les gens. C'est ça que je veux dire. Ben, écoute, quand tu dis ça, là, il a fallu que j'aille chercher ce livre-là dans ma bibliothèque, mais A Concise History. Concise History. of the Common Law. Mais les gens ne savent pas ça. Je sais. Concise History, come on. C'est une brique. Y a-t-il appelé son livre de même pour vrai? C'est un des grands livres de référence sur l'histoire du droit commun. Mais ça, c'est un des cas dans lequel le français est vraiment un mauvais servant du point qui est fait. En anglais, quand tu dis law, ça ne veut pas dire gouvernement. Legislation fait référence au gouvernement. Law est un concept beaucoup plus large qui inclut n'importe quelle forme de règle qu'on peut s'imposer soi-même. Pas nécessairement une loi par fiat. Et le droit commun, common law, ce n'était pas quelque chose qui était codifié par l'État originellement. L'émergence du droit commun, c'était par des conflits récurrents entre des personnes. On a développé une règle qui fonctionnait. Par la suite, cette règle-là est devenue une tradition. Quand les contextes ont changé, que la tradition était plus pertinente, on a ajusté cette règle-là. Mais common law, le common étant particulièrement important ici, c'était partagé par tous et sans qu'il y ait d'État. Largement parce que les juges qui faisaient l'adjudication, ceux qui développaient la tradition, la jurisprudence, c'était des gens qui faisaient du profit en étant des arbitres neutres. Ouais. Ben, un exemple de ce que tu dis, Vincent, c'est je pense que tout le monde comprend que les gens se mariaient avant que le concept de mariage soit reconnu par la loi et le gouvernement. Donc ça, c'est quelque chose qui émerge comme loi commune, que les humains se reconnaissent entre eux. Ben oui, ça a comme une existence concrète, le fait que deux personnes s'unissent ensemble, on appelle ça un mariage. Mais avant même, les gens faisaient ça dans les communautés humaines, avant même qu'il y ait un politicien qui s'imagine réglementer ça. Mais comment on a fait pour perdre tous ces réflexes-là, de comprendre que nos systèmes de gouvernance... On l'a perdu dans la francophonie, dans le monde français. Oui, exact. Mais puis, chez les Anglais, chez les Anglais, les Américains, cette tradition-là que la tradition est importante et est un guide parce que l'histoire est une sorte de juge qui nous transporte des valeurs, des idées, des concepts et que notre job, à toute fin pratique, c'est de jouer à la marge, de faire du tinkering sur la base de contextes qui fonctionnent et que c'est surtout la société civile, parce qu'elle a des boucles de rétroaction, parce que tu peux découvrir de la nouvelle information, aussi parce que tu es sur le terrain puis c'est toi qui gères le problème, pas un bureaucrate à 10 000 km de chez toi, que tu as une incitation à comprendre quelle règle est la plus efficace. Et à cause de ça, les Anglais, les Américains comprennent que gouvernance n'implique pas nécessairement gouvernement. En français, parce que nous autres, d'où est-ce que ça vient, c'est le Code civil. On n'a pas gardé grand-chose du régime français, mais quand les Québécois, le régime français est tombé, on est devenu sur le régime anglais, une des rares choses qui a été conservée, c'est le Code civil. Yep. Puis c'est vraiment une logique au niveau de la loi qui est complètement différente de ce qui est fait au niveau anglo-saxon. On codifie tout, c'est pas compliqué. S'il y a une situation qui n'est pas écrite dans le Code civil, il faut se dépêcher à aller réécrire la loi pour s'assurer que toutes les situations sont expliquées. Et dans les nuances, je ferai un peu attention parce que mon expertise est vraiment sur les grandes lignes générales des différents systèmes légaux. Mais dans les menus différents, je ferai attention. Je ne vais pas me prononcer. Mais dans les grandes différence, tu as absolument raison. Le système civiliste, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand l'État a pris le contrôle, ce qu'il faut se souvenir, c'est que l'État a pris, peu importe, voici toutes les traditions qu'on sait qui existent, on les a toutes mises ensemble, mais maintenant, on va faire que ça, c'est la loi. Maintenant, dorénavant, tout changement à ça, c'est moi qui décide, moi le roi, moi le législateur. Et donc, j'ai pris contrôle. Ouais, c'est pour ça qu'on fait souvent la confusion entre les deux, qu'on mélange loi et législation, c'est que l'État a décidé qu'il était la loi, alors que la loi n'a pas besoin d'être de l'État. En fait, juste ceux qui lisent dans notre gang, parce que là, vont connaître la référence, ceux qui aiment Frédéric Bastiat, le livre de Bastiat que tout le monde lit, ça s'appelle « La loi ». Mais la loi ici, Thomas Croc, il ne fait pas référence
à une forme de législation donnée par un roi ou par un premier ministre. C'est une législation qui est une forme de loi qui est donnée par un ordre naturel qui émerge par l'échange, par la communauté. Donc, tu remarques que même dans le monde francophone, vers 1800, l'idée que la loi était une différence de la législation et donc que la gouvernance pouvait émerger sans l'État. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'État pour se gouverner tout le temps. Il y a des cas dans lesquels l'État est nécessaire, mais pour se gouverner, ce n'est pas une absolue nécessité que l'État soit l'acteur qui fasse la gouvernance. Même plus souvent qu'autrement, la gouvernance peut être faite par des acteurs privés. Mais c'était peut-être plus facile d'y penser à ce genre de choses-là, ou de le garder en tête et de ne pas l'oublier à l'époque où l'État ou la législation prenait moins de place dans la vie des gens. Aujourd'hui, les gens ils sont rendus persuadés que la job de l'État, c'est de construire des garderies. Donc, elle va leur expliquer qu'il y a des lois qui existaient avant que la communauté s'était eux-mêmes donné, puis qu'on n'a pas besoin du gouvernement pour faire ça, parce que c'est des conventions sociales qui sont établies. Là, ils sont comme, comment ça? Mais réfléchis, là, le fait que deux personnes se serrent la main quand ils se rencontrent, penses-tu que c'est le gouvernement un jour qui a décidé ça? Mais non, c'est des conventions sociales qui sont émergées naturellement. Puis maintenant, tu te rends compte que tout le monde fait ça, je vais le faire aussi pour... Parce que c'est un genre de lubrifiant social. Le gouvernement, lubrifiant social, oui, mais le gouvernement, maintenant, il a le droit de t'interdire de te donner la main. Ouais. Ben, écoute, au quotidien, prenez toutes les interactions que vous avez au quotidien, puis demandez-vous quelle proportion d'entre eux sont vraiment gouvernés par des lois. Quand vous interagissez avec votre conjoint, votre partenaire, est-ce que les règles à l'intérieur du couple sont déterminées selon l'État ou selon l'incitation à préserver l'échange, à le continuer dans l'avenir? Écoute, quand tu n'es pas en train de penser à un meurtre ou à un viol, normalement, ce qui se passe entre toi et ta femme, l'État par rapport là-dedans. Là. Non, en effet, mais même là... Et je ne pense jamais au meurtre et au viol avec ma femme, qu'on se le dise. J'avais présumé. Bon, aujourd'hui, on ne sait jamais. Non, mais même là, dans le passé, quand on regarde des histoires des communautés dans le passé, c'est pas comme si le meurtre ne se produisait pas avant que l'État arrive. Mais il y avait des mécanismes de punition dans les collectivités. Donc, par exemple, à l'époque médiévale, il y avait l'expulsion, il y avait l'ostracisation. En fait, il y a un excellent livre qui s'appelle The Law in Primitive Culture. Par exemple, si tu faisais des transgressions sévères chez les peuples de l'Arctique canadien, toute fin pratique, l'homicide collectif était reconnu, c'est-à-dire que si tu avais violé une règle sociale, tu pouvais être envoyé tout seul dans l'Arctique, ce qui était à toute fin pratique une sentence de mort. Donc, tu n'avais pas besoin nécessairement... c'est sûr que de nos jours, ça a l'air peu savoureux de dire ça, mais c'est pas vrai que les gens ne sont pas capables de se gouverner tout seuls. On parle le contexte historique de tout, Vincent. Tu sais, on revient à la question de base qu'on avait avec le texte avec Miguel. On a l'impression que la pauvreté grandit dans le monde. C'est pas vrai. C'est vraiment, vraiment pas vrai. Effectivement. Après ça, on a l'impression que le gouvernement a toujours décidé de tout. C'est pas vrai. Mais à un moment donné, on en a eu quelques-uns cours d'histoire, là, puis on sait ce qu'ils ont fait les Iroquois. Puis quand j'étais jeune, c'était même pas les Iroquois, c'était les Iroquois. Je sais pas pourquoi ils ont changé de nom dans les dernières années. Mais tu sais... J'ai jamais remarqué ce changement-là, pour vrai. Ouais, peu importe. Moi, quand j'étais jeune, c'était Iroquois. Quand j'ai pogné le kit de mon gars, rendu Iroquois. OK, c'est beau, parfait. On va s'ajuster. Mais tu sais, on dirait qu'on a enseigné l'histoire un peu, des affaires de même, vraiment un peu boboche, mais il y a des affaires tellement plus importantes qu'on n'enseigne pas, puis que je comprends que le rôle de l'État, c'est pas nécessairement de faire des gens qui réfléchissent. Oh shit. Mais il y a un peu plus de propagande que d'autres choses dans tout. Mais à un moment donné, tu es là, tu te dis, crème, il faut que ça reste comme société. Moi, j'ai le fun de ma vie. Tu sais, mes gars sont rendus vieux, là, 12 puis 10 ans, puis leur apprendre à réfléchir, là, c'est quand même trippant. Il y a de quoi de le fun à faire ça. Mais on dirait qu'on a perdu ça. Tu sais, on prend tout pour acquis. Tout ce qu'on nous dit, c'est sûr que c'est vrai. Ils l'ont dit à TV. Tu sais, c'est rendu débile un peu comment tout n'est que propagande, tout n'est que militantisme. Puis ça vient déformer notre vision de la société d'une manière qui est complètement absurde.
Alors qu'en réalité, quand tu prends du recul, tu dis, OK, on va regarder la forêt un peu, comment c'était dans le temps, comment c'est aujourd'hui. Ouais, finalement, c'est quoi, la pauvreté, elle a baissé, puis là, elle est en train de remonter d'une manière débile. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est vraiment, je pense que ce qui est important de réaliser, c'est que là, si des gens de gauche écoutaient, ils diraient, mais là, ils sont en train de dire que l'anarchie fonctionne parfaitement. Non, vraiment pas, parce qu'il y a des cas dans lesquels l'État a des missions très claires à faire. Par exemple, je veux dire, c'est difficile en anarchie, par exemple, de limiter le vol par certaines personnes. Tu peux avoir peu d'expropriation par l'État, mais trop d'expropriation par des partis privés, comme tu peux avoir très peu d'expropriation par des partis privés et trop d'expropriation par l'État, genre l'URSS. Ouais. Il y a un sweet spot, il y a un État qui est de taille. Les gens aussi, les gens confondent l'anarchie et le chaos aussi. Là. Il y a ça dans cette histoire-là. Quand tu parles anarchie, là, les économistes qui se disent anarchistes, ceux qui sont de cette catégorie-là, je suis proche de cette famille-là, j'en suis pas un, mais je suis très sympathique à des choses qu'ils disent, c'est qu'on ne réalise pas à quel point les gens sont beaucoup plus capables de se gouverner sans État que normalement c'est le cas. Mais le point que je leur fais tout le temps, c'est fine, mais l'État va être une constante. Et la question, c'est quel État est meilleur que celui qu'on a à l'état de nature? Parce que le gouvernement à l'état de nature est un prédateur, ce qu'on appelle un léviathan, qui a tendance à vouloir se servir du pouvoir qu'il a pour s'enrichir, lui et les gens qui le composent. Mm-hmm. Ce qui est la vertu des sociétés libérales démocratiques aujourd'hui, c'est qu'on a créé 2 sets d'incitations. Un premier, c'est un paquet de pénalités sur les dirigeants s'ils font la mauvaise chose, et un paquet d'incitations qui font que s'ils font la bonne chose, ils ont des récompenses. Ça, c'est un jeu d'équilibre excessivement difficile, mais si tu réussis à le faire, tu deviens une société prospère. C'est-à-dire que tu demandes au roi de vraiment être celui qui protège tes droits de propriété, qui empêche les bandits de t'attaquer, et pas qui est en train de dire, tu sais, maintenant que je t'ai protégé des bandits, je sais que je t'avais demandé de me protéger, que je te protégerais des bandits pour 10% de ta récolte, mais maintenant que les bandits sont plus là... ça sans prendre l'accent italien. OK. Maintenant, tu as vu, maintenant que les bandits ne sont plus là, mais que moi, je suis encore là, ça serait triste qu'il arrive quelque chose à ta ferme, right? Fait que qu'est-ce que tu dirais de me payer 15 %? Donne-moi une petite montre-moi ton appréciation. Donne-moi un petit peu plus que 10 %. Ça serait triste que quelque chose arrive à ta ferme, right? Mais ce que tu racontes là, c'est clairement l'émergence historique de tous les gouvernements. Là. C'est un prédateur à un moment donné qui dit moi, je vais vous protéger contre les envahisseurs étrangers, mais en échange de ça, par exemple, vous allez être un peu mes esclaves, vous allez être mes serfs. Puis toi, tu cultives des patates à un moment donné. Toi, tu parle pas d'esclaves, ça va te mettre encore dans la merde sur Twitter, toi. Là. Ouais. Un des gros avantages de nous retrouver sur Patreon/iSénéchal, c'est d'avoir un fil RSS de tout le contenu audio qu'on produit, que ce soit des chroniques à Radio X, des chroniques régionales à Ciel FM, à CFX, que ce soit la Pilule Rouge ou mon podcast exclusif, que ce soit les Yann et Frank, le trio économique, ou encore toutes sortes de petites choses qu'on a pour vous. Venez vous voir sur patreon.com. Ça nous aide énormément à être stimulés à vous produire plus de contenu.